Cet acronyme vous dit certainement quelque chose. Eh bien, c'est le projet d'appui au secteur agricole. Il y a 9 ans naissait ce projet issu du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. 9 ans que de chemin parcouru, parfois même semé d'embûches. À l'échéance, le PASA aura marqué le monde agricole togolais. Mais de quelle manière? Bienvenue dans le Togo en marche. Ce soir, nous faisons donc le point du PASA, ses forces et ses faiblesses, surtout ses impacts sur le secteur agricole togolais. Et ce sera avec les parties prenantes de ce projet. Et voici sur ce plateau les acteurs principaux du PASA. Juste à côté de moi, nous avons M. Dendiog Kolani. Il est le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. M. Kolani, bonsoir. Bonsoir, M. Pierre Sissoko. Bienvenue dans le Togo en marche. Merci beaucoup pour cette occasion. Le PASA a fermé ses portes, elle a clôturé ses activités il y a quelques moments, on va dire. Les résultats sont à la hauteur des attentes. Merci beaucoup, M. Pierre Sissoko. Je voudrais encore une fois de plus vous remercier au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural pour l'occasion qui nous est donnée de partager avec les téléspectateurs les résultats engrangés dans la mise en œuvre du projet d'appui au secteur agricole. Mais avant d'en arriver aux résultats engrangés, permettez-moi de revenir en arrière pour planter le décor. Oui, justement, c'est juste pour tâter le pouls, pour voir comment est-ce que vous vivez cet après-PASA déjà. Mais juste à côté du directeur de cabinet, M. Kolani, nous avons M. Daouda Djelé. Il est agroéconomiste. C'est lui qui a conduit ce projet de bout en bout. Il s'appelle Daouda Djelé, coordinateur donc du projet d'appui au secteur agricole, PASA. Bonsoir, monsieur le coordinateur. Bonsoir, Pierre. Vous avez conduit ce projet qui a vu passer en l'espace de 9 ans 4 ministres à la tête de ce département avec des secrétaires généraux, 3 secrétaires généraux. Mais le projet a résisté, il a atteint finalement ses objectifs, vous diriez. Effectivement, comme vous l'avez annoncé, le PASA, le projet d'appui au secteur agricole, a fait du chemin et a résisté à toutes les péripéties et a été soutenu par tous les acteurs. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin avec des bons résultats qui sont aujourd'hui palpables partout sur le terrain. Merci. Résultat que nous essaierons de décortiquer tout à l'heure, tout au long de cette émission sur ce plateau. Mais en attendant, je continue la présentation avec les invités qui nous honorent de leur présence. À côté de moi, nous avons le docteur Aïra Korem. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Il est économiste. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Merci de nous honorer de votre présence. À l'extrême, nous avons M. Badabaka Kaolé. Il est l'un des bénéficiaires du projet d'appui au secteur agricole. Monsieur Kaolé nous vient de Pagoda dans la région de la Kara. Monsieur Kaolé, bonsoir. Bienvenue dans le Togo en marche. Merci. La route elle a été très longue, mais vous êtes les nôtres ce soir. Merci de nous honorer. Merci de nous honorer de votre présence. Vous avez bénéficié du projet d'appui au secteur agricole à travers, on va dire, les ESOP, entreprises, services des organisations paysannes. Les ESOP, comment est-ce qu'elles se portent aujourd'hui dans l'ensemble? Nous rendons grâce. Les ESOP, ça va. Quand nous prenons depuis le démarrage aujourd'hui, on a fait un grand pas grâce au PASA. Sans le PASA, on n'existait pas. Avec le PASA, on a existé. On a fait un long chemin. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à voir par rapport à tout ce que les autres ont pu faire dans le milieu. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir par rapport à tout ce que le PASA a fait à travers les ESOP. Il n'y a pas que les ESOP, bien d'autres secteurs ont été touchés et nous avons pris sur nous le soin d'aller à la rencontre de ces bénéficiaires. On a été dans les hameaux les plus reculés du territoire pour justement les rencontrer, les écouter, leurs témoignages. Nous vous proposons de les suivre et juste après, on se retrouve au plateau.
Les machines n'ont pas cessé de tourner depuis près de 10 ans déjà dans cette usine. Pas de répit donc pour l'entreprise, pas de rupture non plus des matières premières. Les OP ou Entreprises, Territoire et Développement de Notien est l'un des modèles de réussite du partenariat entre les organisations de producteurs et des entreprises privées. Cette unité de transformation a démarré ses activités depuis 2010. Mais il a fallu un coup de pouce du projet d'appui au secteur agricole PASA pour booster les choses. Dans cette rizière, le riz paddy est usiné et transformé en riz blanc. Le processus se fait en diverses étapes. Pialo est directrice de l'entreprise. Périodiquement, comme ce jour, elle tient des réunions avec les organisations des producteurs. Essaoué est producteur de riz. Il fait partie de tous ceux qui ont tiré profit du partenariat soutenu par le PASA. Avant, quand on vendait ça au marché, nous avons vu que les bonnes femmes nous trichaient. Mais vu maintenant par kilo qu'on pèse avec les OP, on voit que ça nous arrange. PASA a construit des magasins de stockage de nos riz et des usines de transformation. Et ça nous permet aussi que les OP puissent payer nos produits vite et nous payer l'argent en totalité pour qu'on puisse trouver ça pour réaliser. Grâce à ce partenariat, on arrive à satisfaire à nos besoins, on arrive à payer les fournitures à nos enfants et à la maison aussi, tous les besoins qu'on a. On voit qu'on arrive à satisfaire tous les besoins qu'on a. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Une alliance commerciale qui a permis de faciliter l'accès des producteurs aux intrants agricoles, d'améliorer la qualité des produits, d'accroître la valeur ajoutée et d'assurer l'accès au marché des produits vivriers. C'est la composante 1 du PASA. En 9 ans de parcours, l'expérience n'a pas été du tout décevante. Avec PASA a démarré en 2012. L'activité de transformation dans notre structure a démarré en décembre 2013. Et à partir de 2014, PASA nous a encore acheté un stock de matières premières de 400 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 2000 producteurs. Or, au départ, en 2012, on était à 200 producteurs. De 40 millions de chiffre d'affaires, aujourd'hui nous sommes à 400 millions de chiffre d'affaires, toujours grâce au soutien de PASA. Les chiffres traduisent si bien les progrès enregistrés dans la promotion des cultures vivrières stratégiques au Togo. Augmentation des productions, augmentation des parcelles cultivables et extension des rizeries. En 2012, on avait commencé avec 423 producteurs et en 2016, on était à 1286 producteurs, dont 484 femmes. Donc, il faut dire qu'au fil des années, le réseau de producteurs de l'ESOP s'élargit. Actuellement, on a 5 personnels permanents. En dehors de nous, il y a 24 emplois que nous créons en moyenne. Le modèle des ESOP est innovant et couvre beaucoup d'autres filières. Ananas, riz, soja, manioc et miel sont les spéculations gagnantes. Les résultats sont à la hauteur des performances. En 2013, on n'y croyait pas, on ne savait pas qu'on pouvait aller à 500 tonnes de production en 2016. Puisqu'en 2013, à peine on avait eu 100 tonnes. Donc, si aujourd'hui on est allé à 500 tonnes, ça veut dire qu'il y a un travail abattu. Et je suis fière d'être
le témoin de PASA auprès des producteurs de cette évolution-là. C'est l'un des secteurs les plus sûrs de l'agriculture togolaise. En 9 ans, 20 ESOP ont été créés, 17 930 producteurs organisés en tontine et près de 18 000 emplois. L'un des objectifs déclinés dans le PASA par le gouvernement est de soutenir les capacités productives des bénéficiaires dans les filières porteuses. L'approche warrantage va être introduite dans le système. C'est le fait de garantir un crédit par le stock. Donc c'est la garantie qui est le problème. Alors que le producteur qui n'a pas de garantie, comme des hypothèques, papier pour terrain ou sa maison, légalement fait, mais il va garantir le crédit qu'il reçoit par le stock qu'il a dans un magasin. Et le microfinance a confiance, ou bien l'institution financière a confiance et il lui donne ce crédit. Le concept fait ses preuves et séduit le monde paysan. Plus question de brader les produits champêtres. Donc, warrantage c'est l'embatté pas pour faire quoi au bona fara parce que yomba ba to quoi de bona fara ka te jibona la yu est tout bleu c'est tort sans que la ko peka ya bamba god ka pende te melegli tin nan te tona do tanga do yomba ton kwat ti kwat yomba tin nyin nyot ka sala fa nyanten tin nyot que je ferai tout le ambassade de Mohasaton. Warrantage a changé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai arrivé à payer une moto pour le déplacement. J'ai payé tricycle pour ramasser mes produits, mes récoltes au champ, à la maison et au magasin. J'ai payé la télé. J'ai payé plaque solaire pour apprendre mes enfants. Et cette année, j'ai la chance que ma première fille a eu bac. Je l'ai amenée à l'école, à l'université Lomé. Je l'ai mis dans l'école privée. Je paie 500 000 par an. Et c'est moi qui lui supporte par rapport à la location, nourriture. J'ai aucun frère à Lomé. C'est moi qui fais tout. Maximiser les atouts de ce mécanisme, il faut bien plus. Accompagner les micro-promoteurs à se muter en de véritables entreprises. Le pari est en passe d'être gagné. Lomé, la capitale, à la périphérie nord, quartier Kakaveli. Le jour commence à Choko, Togo. Ainsi démarre le quotidien du personnel de cette mini-entreprise de transformation. Ici, le cacao subit plusieurs processus, de la fève à la tablette de chocolat made in Togo. La matière première est issue des champs de cacaoyers de la région des plateaux. Ce sont les pâtes de cacao qui dérivent des fèves de cacao que les femmes ont triées, décortiquées, apalimées. Donc après, quand les pâtes arrivent ici, ça durcit. Donc nous allons refondre ça et préparer le chocolat dans la raffineuse. Le promoteur Eric Agbokou. Longtemps, il s'est accroché à un rêve qui depuis quelques années voit un début de réalisation. En Allemagne, j'ai constaté qu'il n'y a aucune maison dans laquelle ils ne mangent pas le chocolat par jour. L'Europe ne produit pas le cacao. Maintenant, quand nous revenons en Afrique, nous voyons qu'il n'y a rien où on voit d'abord le chocolat, ni les dérivés du cacao ou bien du chocolat. Si nous voulons sortir de la pauvreté, il faut que ces matières premières soient transformées localement. Une aventure entamée depuis 2019, parsemée de traversées de désert. Mais Eric et ses collaborateurs, contre mauvaise fortune, font bon cœur. Quand on a dit qu'on va commencer à faire le chocolat, beaucoup de gens se sont moqués de nous. Personne ne croit en toi. Et on croit que tu es vraiment un fou. Et on s'est dit, on va continuer parce que pendant 4 ans, on a travaillé sans gagner même un seul franc. Une détermination
détermination qui a fini par payer. Avec le soutien du projet d'appui au secteur agricole PASA, beaucoup de choses vont changer dans cette entreprise. Ces femmes qui étaient à la maison, qui dépendaient totalement de leur mari, donc ce projet a permis aussi à valoriser la femme, à lutter pour l'autonomisation de la femme. Donc ici à Lomé, au niveau de ce site, nous avons les jeunes, femmes comme hommes, tous sexes confondus. Donc Choco Togo a permis à beaucoup de personnes, dont moi-même, d'avoir un emploi stable et de lutter contre le chômage. L'entrepreneuriat agricole gagne du terrain. Nombre de jeunes y ont foi pour peu qu'ils obtiennent un accompagnement, mieux un appui. Dans la région de la Kara, 2 jeunes entreprises tentent de remettre au goût du jour la consommation du fonio. On a constaté qu'il est en voie de disparition alors qu'il est un produit à multiples vertus. Parallèlement, PASA nous a dans un premier temps versé 1 750 000 qui nous a permis d'acheter un certain nombre d'équipements. Donc, dont vous voyez le conteneur là et la machine cuve rotative et des séchoirs. En 2019, nous avons donc pu commencer la production et l'exportation du fonio bio certifié par Ecocer. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur notre 4e commande. Et cette 4e commande émane du premier client américain qui, avant de nous faire confiance, a dû envoyer des experts pour venir aussi nous auditer, tout comme Ecocer l'a fait. C'est un domaine vraiment porteur. C'est vrai qu'il est exigeant parce que c'est du bio. Ça exige beaucoup de travail et tout, mais c'est rentable. Avec l'arrivée de PASA, l'appui de PASA, on s'est dit non, ouais, il y a des gens qui sont derrière nous, il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui s'intéressent à nous, donc il faudrait y aller. Donc on a essayé, on a continué, et je pense qu'actuellement, mes collaborateurs ne vous diront pas qu'ils sont dessus parce que chacun en tire le meilleur de lui ici. À moins d'une dizaine de kilomètres de là, Coca. Ici, des jeunes producteurs réunis en association ont créé l'entreprise CSSD ou la coopérative sociale et solidarité de Doufelgou. Vous avez le produit fini du fonio aujourd'hui, mais dans le temps, nos parents l'utilisaient d'une manière ancestrale pour subvenir à leurs besoins en temps de disette. Aujourd'hui, nous avons voulu revaloriser cette culture et nous avons commencé il y a 3 ans. Aujourd'hui, grâce au PASA qui nous a accompagnés avec certains matériels de production, à savoir un tricycle et un chauffe-eau à gaz et certaines choses, ça nous a permis de booster la production de notre structure. La CSSD a fait peu à peu parler d'elle dans le milieu. Elle a créé des emplois pour les jeunes et femmes. Dans cette session, par exemple, on retrouve des permanents, mais aussi des temporaires qui animent la vie de l'entreprise. Bien d'autres spéculations ont été ciblées par le PASA. Les cultures d'exportation, notamment le coton, le café et cacao, ont aussi reçu l'appui de ce projet. Dans les zones de production, des changements s'observent. Les producteurs se frottent les mains. Dès que le PASA est arrivé, nous avons vu maintenant qu'il y a amélioration dans notre vie. Dans nos champs maintenant, si tu rentres, tu vas savoir que vraiment il y a un champ de cacao ici. Et puis le rendement aussi est meilleur par rapport à ce que nous faisons avant. Nous avons reçu l'appui du PASA sur 3 principales actions. La première action était de mettre en place un dispositif qui
qui apportera un appui conseil agricole aux producteurs de café cacao. La deuxième action était de fournir aux producteurs de café cacao du matériel végétal performant pour leur permettre de régénérer leurs vieilles plantations et de créer de nouvelles plantations. Et enfin, la troisième action, c'est de renforcer l'organisation des producteurs et de mettre en place l'interprofession des acteurs du café cacao. À 2020, plus de 400 millions de bouteilles racinées ont été mises à la disposition des producteurs et près de 400 000 cabosses mises à la disposition des producteurs. Il y avait aussi des plans agroforestiers, à peu près 89 000 plants ont été livrés aux producteurs, les poivriers, près de 60 000 et puis aussi des plantains. Aujourd'hui, l'ITCC a 5 centres de production de matériel végétal qui ont été réhabilités et aussi le site de production de cabosses de l'Itracra qui a aussi été réhabilité avec la mise en place d'un système d'irrigation. Les atouts du PASA se capitalisent également dans les domaines de la pêche continentale et l'aquaculture. Des financements pour l'installation des entreprises piscicoles ont été rendus possibles. Pisciculteurs et pêcheurs peuvent désormais avoir accès facilement au marché. Dans le temps, j'avais seulement un petit étang piscicole qui couvrait une superficie de 150 mètres carrés. Aujourd'hui, avec PASA, j'ai eu un financement de 14 785 500 francs qui m'a couvert et à pouvoir réaliser les deux étangs piscicoles de 800 mètres carrés que vous voyez. Donc plus un magasin et un forage qui est équipé par les panneaux solaires en cas de pénurie d'eau. Vraiment avec PASA, nos techniques ont changé grâce à aux formations que nous recevons pour d'abord en enrichissant de formations sur la conception des étangs, le nutriment. Donc, et aujourd'hui, j'en suis très fier parce qu'avec PASA, j'ai dégagé beaucoup d'intérêts, beaucoup de fonds qui m'ont permis de financer d'abord mes enfants à l'école aujourd'hui. Nous produisons les tilapia et 8 tonnes par an. Et le clarias, nous avons 24 tonnes. Mais la capacité de production de la ferme est de 75 tonnes. Et avant que PASA n'arrive, le domaine s'étendait sur une surface de 3500 mètres carrés. Mais avec sa motivation, nous sommes passés de cette surface-là à 10 000 mètres carrés. Déjà, c'est le premier pas. Le second point, le PASA nous a apporté un appui technique. Et au-delà de ça, il a subventionné les aliments. Et à titre pécunier et financier, il nous a alloué un fonds qui nous a permis de faire des bassins. On était donc la première année sur une production avec un volume d'environ 23 à 25 tonnes, ce qui nous a permis avec l'appui du PASA aujourd'hui d'avoir une infrastructure qui nous permet de pouvoir avoir une production de 120 tonnes par an. Au niveau des grands plans d'eau, la pêcherie a été réorganisée. Lac de Nangbeto, barrage de Kumfab et de Kumbeloti et système lagunaire restauré pour rendre profitables les activités de pêche. Les femmes transformatrices ont vu leurs conditions de travail s'améliorer.
to lalle ka yanzu gashin gade ko ma su sai sun zo sun sai kihi mun gasa bisan bandun nan ga su da kanmu suna kawo muna gaisuwa su ce sun sai kihi mun sun kai kasuwa kihi mu daban yake tun da gashin mu ya fi yanzu lalle wanga mun fi samu bisa ga da tun da gashin yayi kyau daban yake ga na farko ko wa do ana mi afa fi mi le ke mi ano menu leji ngba mi to mi e ya vi fi to a ne mi so la ya si mi a e joji na mo e nya popo ye mi se ne nyure ho chibu sa sa mi mena na la kudo anake ye le tuturo ko mi ba ho le me mi ko be anake aso mena ati do le kunyo kwa so mena nye be nkuvi azizo yo na nkuvi na mi ye paza ba ko be o nyonu yo le pe fu le ke yo gba ten pe do mi anti ye nu ala gba nyodo ye ba nyi be nko aka yo ba ona mi bo mi so agbado mi so no mena ye ne mi do so do me a azizo ngba to no ye be na me ke fana mi ona doa kwa ma gobe paza ba mke bo ona mi o ko pere gande na mi e na be mi gbale no don kusu gbale melo e ti le jao e don kusu le hun mi le ko mele mena. L'autre grande ambition du projet d'appui au secteur agricole, c'est bien la relance du sous-secteur de l'élevage au Togo. Elle est axée sur la reconstitution des cheptels avec des géniteurs améliorés. Des techniques ont été introduites dans l'élevage traditionnel dans les ménages pauvres. Résultat, poulaillers et bergeries traditionnelles ont évolué considérablement. Kérim fait partie de ceux qui ont su capitaliser les acquis du PASA dans l'élevage commercial. Si le début n'a pas été du tout aisé, aujourd'hui c'est un homme comblé qui témoigne de son parcours. Pulale eno ameu mbevo kabale lejo pule aleboka aswami be na paza pilatike na pulkerente kotona pule eno pipiele ni pata le 250. On les appelle des éleveurs élites de petits ruminants et de volailles. Ils sont près de 500 éleveurs de ces espèces formés sur l'ensemble du territoire national. À Guérinkuka, Uniborté est l'un des heureux gagnants des appuis du PASA. Depuis 2015, il est devenu une référence dans le milieu. Shi fako baza kolomanu dama maya sonna ta na dong da ta ton mlimo de tori e ton sumane ya wi dongi sambe e bana ya bitaja namni busunuma atuma la nyo atuma la ko konka ko buru baza bana kolomanu manya ko be su ko akoya a ngwem suma la bwebe ko bwebuni nu ama akolomanu baza bane la bwebe su ko bwa blasu Mwembe ubene njenga kamu la bwebe sko bwa blasu fako paza de aforomanu paza de buka wayi buka mi ndanyima shi fako nye kote nke pepri. Pour accroître la productivité et la durabilité de la production de l'élevage, la promotion de la santé animale figure en bonne place dans les grands axes du PASA. De campagne en campagne, éleveurs traditionnels et commerciaux ont compris l'enjeu et y ont adhéré. Avant le partenariat avec PASA, les campagnes de vaccination se faisaient individuellement. Mais avec PASA, c'est une vaccination en masse. Et ça a permis que les éleveurs, après 2 campagnes de vaccination, puissent continuer. Le comportement des éleveurs a changé parce qu'actuellement ils ont compris qu'en vaccinant leurs animaux, ils arrivent à les protéger et en conséquence ils ont gain de cause parce qu'ils ont un grand nombre à pouvoir vendre à la fin.
foyers et bergeries en bonne santé contribuent à éradiquer la faim, à garantir la bonne santé des populations et la durabilité de la production alimentaire. Et la construction des aires d'abattage promues à travers les régions du pays reste une suite logique de la chaîne. Une aire d'abattage, c'est un site sur lequel on abat les animaux pour la consommation, c'est-à-dire les bœufs, les petits ruminants et autres. Donc l'aire d'abattage de Djamdé est constituée de 4 blocs principaux. Nous avons un bloc d'exploitation et une PAC de stabilisation qui se trouve juste à ma droite. Nous avons un bâtiment qui est appelé le 5e quartier où l'on traite souvent les autres parties des animaux, les pattes, les peaux et autres qui est devant moi. Et nous avons aussi le bloc administratif qui est plutôt de l'autre côté à l'entrée. Le système de rail permet maintenant de stocker la viande, soit à la réfrigération, dans la chambre froide, ou soit d'amener directement en dehors du bloc d'exploitation où les camions frigorifiques sont disposés, ils peuvent prendre la viande déjà traitée et amener au marché pour la vente. La mise en place de cette aire d'abattage présente beaucoup d'avantages. La première, qui est très importante pour le gouvernement, c'est d'assurer la sécurité sanitaire de tout ce que nous consommons en matière de viande carnée que nous avons sur les marchés. Ensuite, ce site permettra de créer de l'emploi, surtout les emplois sur pied et sur place, où on peut avoir environ plus de 40 jeunes qui travaillent sur place et également sur tout le long de la chaîne, ce qui peut amener à une centaine d'emplois qui seront créés. Et vous verrez, aussitôt mis en fonction, vous verrez que ça peut donner vie à tout un site ici, parce qu'il y aura d'autres types d'activités qui vont se greffer à la chaîne. Toute une chaîne pour valoriser davantage la filière. En 9 ans, le PASA a fait du développement des modèles d'entreprise, de services et organisations de producteurs une réalité. Il a facilité l'entrepreneuriat rural à travers le financement de micro-projets. Le bénéfice que nous avons, c'est avec ça que nous nous occupons de nos enfants. Nous aidons nos maris dans nos foyers. Et puis, avec ça, beaucoup de femmes ne restent plus comme ça. Les jours du marché, si vous venez dans le marché de Niamassila, partout, c'est les transformatrices de soja. La formation est venue à point nommé. Elle est salutaire dans la mesure où elle permet à nos femmes d'avoir des activités génératrices de revenus. Nous voulons encore remercier le chef de l'État qui continue toujours par aider les femmes depuis la base jusqu'au sommet. Et la femme est au cœur de son plan de développement. Et nous le remercions que ces actions s'amplifient encore autour de la femme. Il a mis également l'accent sur la production des cultures d'exportation traditionnelles. Ce qui amène beaucoup d'observateurs à soutenir que le plan national de développement PND va capitaliser sur les acquis du projet d'appui au secteur agricole, notamment en son axe 2, développement des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. La voie est ainsi balisée à cet effet. Nous voici de retour après ce voyage dans l'univers, on va dire, du PASA à travers l'ensemble du territoire. Mais j'ai envie de vous demander, monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, au vu des images que nous venons, si je peux me répéter, que nous venons de suivre, est-ce qu'on peut être en mesure de dire aujourd'hui que les objectifs assignés au PASA au départ ont-ils été atteints? Merci encore, M. Pierre. À écouter les témoignages des bénéficiaires directs du financement du PASA,
cela prouve à suffisance que les objectifs assignés au départ au PASA sont atteints. L'objectif de développement du PASA, c'était quoi? C'était de réhabiliter, de renforcer les capacités productives des bénéficiaires dans les filières prioritaires et créer un environnement propice au développement du secteur agricole. À travers ces témoignages, nous voyons qu'il y a eu un soutien à la production, la production vivrière, la production des cultures de rente et la production également de la production halieutique continentale pour améliorer la productivité et l'accroissement des revenus. Alors le PASA a fait beaucoup auprès du monde rural, auprès du monde agricole togolais. Est-ce aujourd'hui, l'on est en droit de dire que le PASA a balisé la voie, comme l'a dit la chute de notre reportage, est-ce que le PASA a balisé la voie on va dire, à l'essor du secteur agricole togolais, M. Daouda? Merci Pierre. Merci tout d'abord pour cette opportunité que nous avons faite de parler des réalisations du PASA. Et merci aussi à tous les acteurs qui ont bataillé dur pour l'atteinte de ces objectifs. Effectivement, le travail qui a été fait, le PASA, ouvre le chemin à d'autres initiatives, surtout la feuille de route lancée par le gouvernement. D'abord, je peux mettre l'accent sur l'innovation du modèle du PASA, qui est l'accent mis sur les entreprises de services et des organisations des producteurs. Les ESOP. Les ESOP. Les ESOP, c'est une entreprise qui crée des conditions aux petits et moyens producteurs pour garantir des revenus durables et pérennes, et ensuite pour avoir accès au marché en quantité et en qualité, bien sûr, par rapport aux produits qui sont mis en place, et permettre le partenariat et de la transformation. Donc, ce modèle met en exergue le partenariat public-privé, parce que ça permet aux producteurs d'avoir un entrepreneur de service qui est dans leur milieu, qui les accompagne en mettant à leur disposition les intrants. Après, les produits sont transformés de manière à répondre aux besoins des consommateurs sur le terrain et chacun tire son bénéfice. Donc, c'est un modèle vraiment à capitaliser. Mais le modèle ne s'étend pas à tous les secteurs. Vous avez sélectionné certains secteurs avec des spéculations bien choisies. Effectivement, c'est pourquoi je dis que c'est un modèle sur lequel on peut capitaliser, puisque nous avons au moins couvert 3 filières avec ce modèle. Et ce modèle peut être appliqué à d'autres secteurs, comme le secteur de la viande et les secteurs de l'exportation, etc. Et ce partenariat traduit aujourd'hui l'objectif de développement des pôles de transformation agricole que nous avons comme point phare de la politique du gouvernement. Il y a l'autre aspect, c'est l'appui aux initiatives innovantes qui ont permis aujourd'hui l'essor de l'entrepreneuriat. Beaucoup de choses ont été faites et ça ouvre la voie à la consolidation de tout ce qui a été fait en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin de l'accès au financement et le PASA a balisé le terrain en mettant en place des instruments financiers qui permettent à tous les bénéficiaires d'avoir accès. Parce qu'il fallait faire un travail de polissage du secteur agricole. En 2009, il y avait un problème d'accès au financement. Aujourd'hui, les jeunes ont accès un peu au financement, mais il faut qu'ils accroissent leur activité. Et ceci rentre vraiment dans l'objectif du gouvernement pour mettre à l'échelle toutes les initiatives et mettre ces petites entreprises et les transformer en petites et moyennes entreprises ou bien en des grandes entreprises. Oui, voilà. Le PASA, c'est 3 grandes composantes qui ont bouleversé justement, comme vous êtes en train de le dire, le secteur agricole togolais. Je reviens à vous, monsieur le directeur de cabinet. Si on prend ces composantes, en quoi elles auraient apporté de façon substantielle à l'essor du secteur agricole togolais? Oui, prenons la première composante qui est la promotion des cultures vivrières stratégiques, notamment le maïs, le riz. Et quand on prend l'exemple du riz, le modèle des ESOP dont vient de développer le coordonnateur délégué du PASA prouve à suffisance que ce qui a été mis en œuvre, témoigné par les bénéficiaires directs, ont contribué à l'essor de l'économie togolaise. La deuxième composante parle de la relance du secteur de l'élevage. Nous avons suivi
un de nos amis bénéficiaires qui est éleveur de moutons, et qui a engrangé des résultats palpables et qui est arrivé même à scolariser son enfant à hauteur de 500 000 francs par an. Et je pense que cet exemple est un exemple concret. Parce que l'objectif même, je peux revenir en arrière du PASA qui est issu du PINESA, c'était d'accroître les revenus des producteurs pour améliorer leurs conditions de vie, d'une manière générale, les ruraux. Alors, docteur Korem, vous qui êtes économiste, un enseignant-chercheur, vous qui êtes hors de ce projet, mais vous portez quand même un regard sur ce qui se fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez, de façon objective, dire que le PASA aura apporté au secteur agricole togolais? Oui, effectivement, avec tous les témoignages qu'on vient de voir dans l'élément qui est passé, je pense que le PASA a apporté un plus à l'économie togolaise. Et d'abord, on peut se poser quelques questions. Est-ce que ce projet est pertinent? Et la réponse est affirmative. Ce projet est très pertinent parce qu'il est d'abord implanté dans le secteur agricole qui représente un poids de plus de 40% du PIB et où plus de 60% des Togolais travaillent. Donc c'est vraiment important que ce secteur soit regardé avec beaucoup d'attention pour pouvoir améliorer, comme l'ont dit le coordonnateur et le SIG, les revenus de ces personnes qui travaillent dans ce secteur. Et ensuite, on peut se demander, est-ce que ce projet est efficace? Vu ce que on a comme résultat, le projet est efficace parce que les objectifs ont été atteints. Bon, et même au-delà, à certains niveaux. Et au niveau de l'efficience, on pourra peut-être, à partir du fait qu'il y a eu plusieurs missions de la Banque mondiale qui ont permis d'évaluer ce projet, on peut se dire que le projet a été efficient. Et enfin, au niveau de la pérennité, il est essentiel de voir est-ce que ce projet va tenir dans le temps. Et je pense qu'avec ce qu'on a vu, avec les infrastructures qu'on a eu à mettre en place, et s'il y a un accompagnement de ce secteur, le projet pourra être pérenne. Peut-être que l'État peut trouver des sources de financement internes ou externes au-delà de la Banque mondiale pour pouvoir accompagner ces gens qui sont vraiment vulnérables. Une préoccupation sur laquelle nous allons revenir, mais je retourne à vous, monsieur le directeur de cabinet. C'est un projet à dimension nationale, mais la question que beaucoup se posent actuellement, c'est comment est-ce que les localités ont été choisies et comment est-ce que les bénéficiaires ont été également sélectionnés. À cette question, qu'est-ce que vous répondriez? Oui, c'est facile. Si on prend par exemple la relance du sous-secteur de l'élevage, dans le domaine de la vaccination, tous les animaux, toutes les volailles ont été vaccinées là. Il fallait faire une identification de tous les éleveurs. Là, il n'y avait pas de distinction. Tous les éleveurs, leurs animaux ont été vaccinés. Prenons l'exemple maintenant des fonds compétitifs. Là, il fallait passer par un appel à manifestation. Donc, et retenir ceux qui sont compétitifs. Il y avait également certains producteurs qui font des demandes de subventions à coût partagé, soit à hauteur de 40, 50, voire 100%. Et quand on prend également c'est pareil pour les ESOP. Les ESOP ont reçu des financements, certains ESOP, que ce soit les ESOP de riz, notamment ils ont reçu des subventions à 100%. Et nous avons suivi des témoignages de certains bénéficiaires qui sont passés par l'appel à manifestation, dont les projets étaient bien ficelés, et sélectionnés par des comités, notamment même avec, comme le professeur vient de le dire, la Banque mondiale. Voilà. Et comme nous avons la chance d'avoir un bénéficiaire avec nous, nous lui poserons directement la question. Vous, comment est-ce que vous avez bénéficié de ce projet? Comment est-ce que vous avez été sélectionné pour pouvoir être un des bénéficiaires aujourd'hui? C'était par appel à candidature. Et on a fait des projets. On a demandé d'écrire des projets qu'on devait soumettre à étude pour voir par rapport au cadre, au contexte et au secteur agricole. Donc il y a eu une étude qui a été faite sur les dossiers que chacun a déposés, les projets que chacun a rédigés. Une étude a été faite, on a présélectionné les projets qui répondaient à la vision et au projet phare du PASA lui-même. Et on
on a été appelé, on a fait la sélection, on a été formé et on a été mis sur le terrain. Et en quoi a consisté réellement l'appui dont vous avez bénéficié du PASA? Le PASA, pratiquement les ESOP sont, permettez-moi de le dire, les ESOP ont été appuyés à 100% par le PASA, du matériel jusqu'à la matière première. Tout ce que nous avons comme équipement de démarrage, a été financé par le PASA. Nos infrastructures, Apata, mais consort, tout ce qui a permis d'installer ces machines. Nous avons eu la première année un investissement, un financement disons une subvention de PASA qui nous a permis d'acquérir la matière première pour démarrer nos activités. Et c'est sur cette matière première que nous avons démarré les tests de nos entreprises. La troisième année, PASA est venu encore nous acheter encore de la matière première pour nous permettre de pouvoir renforcer nos fonds propres. Et au fur et à mesure que nous évoluons maintenant, nous essayons maintenant de capter les financements au niveau des IMF et des banques pour pouvoir renforcer, augmenter, nous permettre de pouvoir à chaque année attirer plus de producteurs, augmenter la capacité de collecte, la capacité de production agricole d'abord, de collecte et de transformation pour pouvoir mettre le produit sur le marché. Le PASA, ce n'est pas que dans le secteur du café, ce n'est pas que dans le secteur du riz, il y a aussi d'autres spéculations, il y a aussi des cultures de rente, comme on a l'habitude de le dire. Nous sommes allés également à la rencontre de ces producteurs de café. Cacao, l'appui du PASA dans ce secteur est innovant. Suivez. Les cultures d'exportation, notamment le coton, le café et cacao, ont aussi reçu l'appui de ce projet. Dans les zones de production, des changements s'observent. Les producteurs se frottent les mains. Dès que le PASA est arrivé, nous avons vu maintenant qu'il y a amélioration dans notre vie. Dans nos champs maintenant, si tu rentres, tu vas savoir que vraiment il y a un champ de cacao ici. Et puis le rendement aussi est meilleur par rapport à ce que nous faisons avant. Nous avons reçu l'appui du PASA sur 3 principales actions. La première action était de mettre en place un dispositif qui apportera un appui conseil agricole aux producteurs de café cacao. La deuxième action était de fournir aux producteurs de café cacao du matériel végétal performant pour leur permettre de régénérer leurs vieilles plantations et de créer de nouvelles plantations. Et enfin, la troisième action, c'est de renforcer l'organisation des producteurs et de mettre en place l'interprofession des acteurs de café cacao. À 2020, plus de 400 millions de cultures racinées ont été mises à la disposition des producteurs et près de 400 000 cabosses mises à la disposition des producteurs. Il y avait aussi des plans agroforestiers, à peu près 89 000 plants ont été livrés aux producteurs, les poivriers, près de 60 000 et puis aussi des plantains. Aujourd'hui, l'ITCC a 5 centres de production de matériel végétal qui ont été réhabilités et aussi le site de production de cabosses de l'Itracraft qui a aussi été réhabilité avec la mise en place d'un système d'irrigation. Alors, monsieur le coordinateur, voilà, on parle de la filière café cacao et l'appui du PASA dans ce secteur. Nous venons de suivre ça de nouveau. Est-ce que cet appui a permis aujourd'hui au secteur de vraiment se relever? Merci Pierre. Effectivement, avant la mise en œuvre du PASA, la filière café-cacao avait fait l'objet d'une étude où il a été démontré vraiment une baisse drastique des productions suite à la dégradation des exploitations. Donc, dans sa composante 1, le PASA avait pour objectif de promouvoir ou bien de renforcer la capacité de production de cette filière. Et comme vous l'avez vu à travers cet élément, beaucoup de choses ont été faites, surtout la production, la mise à disposition du matériel végétal capital pour la régénération des plantations. Également, nous avons essayé un autre programme qui s'appelle le programme de recépage qui permet de régénérer les vieilles plantations.
Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir, si nous prenons les données, d'une production de 10 000 tonnes en 2013. Aujourd'hui, nous retrouvons à plus de 20 000 tonnes pour le café. Et avec une production de 6 000 tonnes en 2013, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une production de plus de 14 000 tonnes de cacao. Donc vous voyez vraiment le bond qui a été fait suite au renforcement des équipements. Donc les actions ont permis, comme l'a dit le directeur de l'UTCC, le renforcement des centres de production en matériel végétal, plus de 3 millions de boutures racinées qui ont été mises sur la période, plus de 300 000 cabosses pour pouvoir régénérer. Et nous avons fait également des appuis de diversification, où on a mis plus de 40 000 plans d'agroforesterie, parce que vous savez, la filière café-cacao, le cacao a besoin de conditions climatiques propices pour pouvoir se développer. Il faut les associer avec les arbres agroforesterie, suivant les études qui ont été montées. Donc on a associé la dissémination de cette technique en accompagnement avec les plans agroforesterie. Et l'autre chose que le PASA a également apporté à ce secteur, c'est la promotion de la transformation sur place. Nous l'avons vu dans la première partie de cette émission. Choco Togo, par exemple, voilà, qui est en train de nous servir ce café qui fait de la consommation locale à travers le café produit au Togo et transformé sur place. C'est cela? Effectivement, parce que l'un des objectifs phares, c'est de promouvoir les produits agricoles pour augmenter une valeur ajoutée. Et donc, à travers les initiatives d'entrepreneuriat, heureusement que nous avons un promoteur qui a une bonne initiative qui est de transformer le chocolat, le cacao togolais en chocolat. Et nous avons vu ses débuts, les chocolats étaient vraiment granulés. Mais avec l'appui du PASA, il a amélioré et aujourd'hui ça respecte les standards et les normes internationaux. Il exporte au Bénin, en France, au Burkina, au Japon et il est sur l'échiquier international. Donc voilà. Nous nous réjouissons. Voilà, Dr Koreb, voilà l'un des aspects concrets de ce projet que l'on peut capitaliser. Si, bon, ce n'est plus une condition, le projet ferme ses portes, mais ses côtés, on doit les capitaliser. Oui. Effectivement, je pense que ce sont des bonnes pratiques qu'il faut capitaliser et étendre aux autres secteurs, d'abord au niveau du secteur agricole et peut-être même aller au-delà du secteur agricole. Il y a également le secteur informel qui a également besoin de soutien. Et donc peut-être que le gouvernement togolais va peut-être s'appuyer sur ces résultats qui sont vraiment de très bonnes réussites pour pouvoir peut-être financer d'autres projets avec des partenaires techniques et financiers qui pourront accompagner d'autres acteurs dans le secteur agricole et peut-être au-delà du secteur agricole pour que vraiment on puisse améliorer le revenu de ces acteurs qui travaillent dans ces filières-là. Puisque l'objectif au départ, c'est d'accroître justement le revenu des populations, de façon générale, les populations rurales en particulier. Notamment les femmes et les jeunes. Et voilà. Et donc cet objectif semble être atteint. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une femme. Voilà, c'est le nouveau visage sur ce plateau, Madame Sommier Agna. Elle est bénéficiaire également de PASA. Elle nous vient de Waragni. Waragni, c'est une localité de Blita. Madame, bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Waragni dans le Blita pour être les nôtres ce soir. Dites-nous concrètement, vous, de quoi avez-vous bénéficié de PASA? PASA nous a aidés avec le moulin et le magasin. Vous êtes dans quel domaine d'activité d'abord? Nous transformons les noix de karité en beurre. Transformez les noix? Les noix de karité en beurre de karité. D'accord. Ok, donc le PASA vous a apporté des appuis en quoi? PASA nous a aidés par le magasin. Il nous a construit le magasin, le moulin, plaque solaire et il nous a donné les marmites aussi et malasseuse et torficateur. Ça veut dire que vous, au départ, vous faisiez vos activités de façon traditionnelle et que c'est avec l'appui de PASA que vous avez pu décoller. C'est cela? Faites-nous le témoignage. Avant, là, on faisait ça avec la main. On cassait les noix sur les meules et dans les mortiers. Les autres pilent ça dans les mortiers. Après tout, on va torficer ça dans les marmites. D'accord.
Et PASA nous a vus et il nous a donné le torficateur. Alors, oui, allez-y. Oui. Torficateur et malasseuse aussi. Avant, si on torfie, on finit de torfier, on pile ça aussi avant d'aller écraser ça sur les mules. Voilà, donc on va dire toute une corvée que vous faites avant d'aboutir au produit fini. Mais aujourd'hui, avec le PASA, les choses, c'est beaucoup plus léger pour vous. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous avez eu à gagner dans cet accompagnement de façon concrète, puisqu'on parle de croissance de revenus? Est-ce que ce que vous faisiez avant et avec l'appui de PASA, il y a eu une différence aujourd'hui en termes d'autonomisation financière? Maintenant, grâce à l'appui de PASA, on transforme beaucoup de choses maintenant. Avant là, si on écrase ça sur le mail, on ne peut pas trouver beaucoup. Mais maintenant, grâce à PASA, il nous a donné le moulin. Si on a beaucoup de commandes, on peut faire ça en même temps pour les donner. Voilà l'un des appuis, Dr Korem, mais la question qu'on se pose, voilà le PASA qui est en train de fermer. Est-ce que ces femmes ou ces bénéficiaires pourront voler de leurs propres ailes et continuer tel que le projet le souhaite au départ? Bon, moi, je pense que c'est des témoignages assez émouvants. Vous voyez, peut-être que nous-mêmes à l'université, moi j'ai entendu parler du PASA, mais je n'avais pas de ces témoignages où la jeune dame, même en zone rurale, a bénéficié de ce projet. Donc je pense que le gouvernement a intérêt à pérenniser ce projet. C'est vrai, le projet est clôturé avec la Banque mondiale, mais comme je l'ai dit tantôt, le gouvernement peut mobiliser aussi bien à l'interne qu'à l'externe, avec d'autres bailleurs de fonds. Je pense qu'il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui sont prêts à financer les activités dans le secteur agricole. Je ne vais pas les lister ici pour ne pas être exhaustif. Et donc, il y a vraiment intérêt à ce que d'autres projets puissent prendre le pas pour pouvoir vraiment améliorer le quotidien de cette population qui est essentiellement rurale. Voilà. Le projet fini avec la Banque mondiale, est-ce à dire que c'est également fini avec le gouvernement? C'est fini comme le mot l'explique ou comment? Non, ce n'est pas fini. Comme le professeur vient de le dire, il faut d'abord, même ces petites entreprises sont aujourd'hui autonomes. Et normalement, ils peuvent voler de leurs propres ailes. Mais quand on revient, le gouvernement, comme à l'accoutumée, prend toujours des dispositions pour pérenniser tous les acquis des projets qui arrivent à terme. Dans le cas d'espèce du PASA, quand on regarde aujourd'hui le contenu de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 dédiée au ministère de l'Agriculture, le maître mot c'est de produire à grande échelle pour renforcer les industries de transformation. Et comment faire pour produire? Il faut améliorer la productivité. Il faut améliorer. Si on revient par rapport à ces bénéficiaires, l'un des objectifs phares, c'est de faciliter leur accès au financement. Mais il s'agira donc pour le gouvernement, notamment pour le ministère de l'Agriculture, de mettre en lien le mécanisme, le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole. Voilà. Donc il s'agit de les mettre en relation avec le MIFA pour faciliter leur accès, pour qu'ils puissent avoir des financements pour développer leurs activités. Monsieur Daouda? Effectivement, pour enchérir, le PASA a vraiment balisé le terrain. Pour dire, je profite de l'occasion pour aussi remercier l'appui dans l'accompagnement de ces micropreneurs par l'ANPGF et après par le MIFA. Et toute entreprise qui se développe a besoin de grandir. Aujourd'hui, la Banque mondiale, le financement de la Banque mondiale est fini avec le PASA. Mais nous les avons mis sur la route et nous avons ouvert la voie au financement agricole. Donc ils ont la capacité pour aller faire des prêts pour pouvoir renforcer leur activité, d'autant plus que c'est des activités rentables qui produisent beaucoup de revenus. Parce que nous avons, suite aux enquêtes d'amélioration des revenus qu'on a effectuées, et les bénéficiaires arrivent à avoir des revenus à plus de 50%. Une amélioration de revenus à plus de 50%. Donc, ils doivent saisir cette opportunité. C'est pourquoi nous sommes derrière. Le gouvernement ne lâche pas pour le suivi. Vous avez vu déjà récemment, le gouvernement a mis en œuvre des moyens à la disposition des techniciens
rappelons que le PASA a été vraiment une initiative qui a embrigadé tout le monde, aussi bien les techniciens sur le terrain, le bénéficiaire et l'accompagnement a été de près. Donc avec l'accompagnement qui se fera, je pense qu'ils trouveront des voies pour pouvoir trouver des solutions pour pouvoir se pérenniser. Alors justement de financement, l'expérience ou bien les enquêtes ont prouvé que jusqu'ici les institutions de microfinance ou les banques rechignent toujours en ce qui concerne le financement du secteur agricole. Vous pensez que le PASA aura suffisamment fait pour qu'aujourd'hui un producteur puisse se présenter devant une institution de microfinance ou une banque prétendre faire un prêt? Je pense que le producteur aujourd'hui est plus fiable. Nous avons rendu le modèle ESOP et nous pouvons vous dire que depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, c'est des milliards de prêts, pour ne pas trop dire, au moins 900 millions sur une période bien comptée, que les ESOP ont bénéficié des prêts auprès des banques sans l'intervention du PASA. Donc ça veut dire que les producteurs sont plus fiables aujourd'hui. Parce que quand vous allez sur le terrain, vous voyez l'activité, vous êtes convaincus. Donc déjà, il n'y a pas de souci, parce que l'appréhension des institutions financières, c'est le risque lié à l'accompagnement des acteurs. Et aujourd'hui, le gouvernement travaille à pouvoir amoindrir ces risques en développant des technologies qui permettent de mieux améliorer la productivité et aussi d'avoir vraiment accès aux intrants à temps. Et surtout, l'emphase sera mise sur l'accès vraiment aux moyens de production, à savoir l'irrigation pour pouvoir pérenniser, c'est-à-dire que la durabilité de la production agricole. Donc, tous ces moyens mis en œuvre, les banques en sont témoins. Avec l'accompagnement MIFA, le financement sera grandissant. Le financement sera grandissant, ouais. Mais madame qui est avec nous, qui est le bénéficiaire, vous allez nous dire, est-ce que vous avez eu à faire déjà des prêts au niveau d'une institution de microfinance? Est-ce que ça vous a été vraiment aisé de pouvoir entrer en cela? Au microfinance, on fait petit des prêts là-bas. Pour pouvoir subventionner vos activités agricoles. Oui, c'est facile avec cette structure? Quelle est la garantie que vous présentez? La garantie qu'on nous présente là-bas, c'est trop. Est-ce qu'on vous fait les prêts parce qu'on voit que vous êtes en train de faire une activité qui rapporte ou alors on vous dit venez déposer ceci en termes de caution pour pouvoir bénéficier? C'est comment justement? Partagez-nous. Nous-mêmes, on a déposé quelque chose là-bas et les gens de microfinance nous proposons d'aller prendre les prêts pour pouvoir travailler avec eux. Professeur, voilà le cadre créé par le PASA. Aujourd'hui, vous pensez que c'est vraiment suffisant? C'est vrai qu'il y a d'autres initiatives du gouvernement, mais avec PASA, ceux qui ont bénéficié de ce projet, est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui facilement rentrer ou bien prétendre faire des prêts? Oui, le secteur agricole est un secteur assez risqué. Et les microfinances peuvent hésiter à donner des prêts à ces acteurs, malgré, n'est-ce pas, les résultats que nous venons de voir. Et c'est pour cela qu'on propose peut-être un fonds de garantie de l'État, que l'État puisse garantir, n'est-ce pas, les prêts que ces acteurs pourront faire au niveau des structures de microfinance. Et donc c'est important, c'est vrai, il y a le MIFA, mais je pense quand même qu'au-delà du MIFA, il faut vraiment une structure dédiée vraiment à ces acteurs-là. Il faut dire que le PASA a touché près de 300 000 bénéficiaires contre 200 000 francs, 200 000 plutôt au début. Et donc, ce qui fait qu'on est vraiment au-delà des estimations. Donc, ça veut dire que les gens se sont vraiment intéressés au projet. Et donc, pourquoi ne pas faire un mémo pour expliquer le bien fondé d'avoir un fonds de garantie pour qu'on puisse faciliter, n'est-ce pas, à ces acteurs la facilité de pouvoir avoir accès au crédit bancaire.
Bon, voilà, rapidement. Je dis qu'effectivement, il y a le fonds de garantie, parce que ça fait partie des stratégies de fin du projet. Vu tout l'engouement qui a existé autour du financement, le PASA a mis en place un fonds de garantie qui sera utilisé par tous les acteurs. Nous avons même des partenariats avec les institutions financières. Aujourd'hui, vous êtes du monde agricole, vous pouvez aller faire des prêts au niveau des banques et ils vont s'adosser à ce fonds de garantie pour pouvoir financer les secteurs agricoles. Donc le fonds de garantie est là. Et d'autres projets, même du gouvernement, ont des fonds de garantie et interviennent dans le secteur agricole. C'est pour vous dire que le gouvernement conscient à favoriser cet instrument et qui s'ajoute à tout ce qui est fait comme le MIFA et l'ANPGF. Voilà. Beaucoup d'analyses laissent entendre que le PASA a laissé une masse importante de population encline, on va dire, aux effets des changements climatiques. À cela, qu'est-ce que vous leur répondrez, soit le directeur du cabinet ou monsieur le coordinateur? Oui, vous avez la parole. Oui, aujourd'hui, tout le monde entier est frappé par les effets pervers du changement climatique. Ce ne sont pas seulement les bénéficiaires du PASA. Bon, peut-être, si vous permettez, on peut annoncer, c'est sur cette base que la Banque mondiale qui a soutenu le financement, qui a appuyé le gouvernement togolais dans le financement du PASA, au terme du PASA, est en train de financer un autre projet basé sur la résilience des systèmes alimentaires. Et ça, c'est en réponse au choc du changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, les changements climatiques ont des effets, soit les sécheresses, les inondations, qui ont des conséquences, je pourrais dire, très difficiles sur la production de ces petits producteurs. Alors, puisque nous sommes tendant vers la fin de ce numéro, comment est-ce que vous entrevoyez, monsieur le directeur du cabinet, comment est-ce que le gouvernement entrevoit-il l'après-PASA? Oui, c'est ce que nous venons de dire, mais on va le réitérer. L'après-PASA, grosso modo, vous permettez que je vienne de dire, par rapport à la pérennisation des actions de ces bénéficiaires. Vous voyez, c'est ce qui a conduit le gouvernement à restructurer le MIFA pour orienter prioritairement les financements vers les petits producteurs. C'est l'objectif principal du MIFA. Au lieu d'aller vers les gros, vous permettez, les agrégateurs, il faut aller prioritairement vers les petits producteurs parce que c'est eux qui ont des difficultés d'accès au financement. Et c'est l'un des objectifs prioritaires assignés, pas du MIFA, assignés à la feuille de route dédiée au ministère de l'Agriculture, faciliter l'accès des petits producteurs au financement. C'est pourquoi je parle d'une manière générale. Ce ne sont pas seulement les bénéficiaires du PASA, mais tous les agriculteurs, il faut faciliter leur accès parce que c'est un frein à l'essor de la production agricole. Au-delà Alors on va comprendre que tout un mécanisme est mis en place pour pouvoir assurer l'après-PASA de sorte que tout ce qu'on a eu à capitaliser pour ce projet ne soit pas, comme on va dire, un échec après. Tout à fait. Même là, c'est la manière dont le PASA a été bâti avec la Banque mondiale, c'est avec une approche sectorielle. Pour permettre qu'à la fin du projet, que les structures même du ministère puissent assurer la continuité des actions sur le terrain. Si nous voyons au niveau régional, des institutions, un renforcement des capacités des institutions régionales ont été mises en place pour faire le suivi des activités de ces bénéficiaires après le PASA. Quand on prend le comité de pilotage régional, le comité de pilotage régional dirigé par le directeur régional de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural, ils sont chaque fois sur le terrain pour suivre ces projets et les orienter vers les financements ou bien être à l'écoute de leurs préoccupations. L'après-PASA est assuré. Oui, bien sûr, effectivement. L'après-PASA, c'est vraiment consolider tout ce qui a été fait comme activité. D'abord, je donne l'exemple des élevages commerciaux où une typologie des acteurs a été faite pour identifier ceux qui ont des chiffres d'affaires allant dans les 5 millions et un accompagnement leur fait pour les transformer en petites et moyennes entreprises. Donc, également, les ESOP sont en train de subir une mutation pour les rendre plus autonomes et très efficace sur le terrain. Donc vraiment, le gouvernement est en train consolider à travers la feuille de route. Sur les indiscrétions, il y a un nouveau projet qui vient bientôt remplacer le PASA.
Oui, comme l'a annoncé le directeur de cabinet, c'est un travail qui est fait avec l'accompagnement de la Banque mondiale et au niveau même de la sous-région pour tenir compte des difficultés liées à la maîtrise des aléas liés au climat et pour pouvoir assurer une durabilité de cette production que nous avons constatée tout au long des projets et mettre en place des mécanismes et élargir l'accès des marchés au niveau régional. Donc c'est un projet qui sera bientôt mis en œuvre. Merci beaucoup. Mot de la fin, une seconde. Bon, moi je suis vraiment content que la suite soit là et je pense que c'est une bonne chose pour nos populations. C'est une bonne chose pour nos populations. Ça, c'est le projet d'appui au secteur agricole. D'autres projets également sont en cours également pour pouvoir assurer le bien-être de la population, accroître leurs revenus. Nous reviendrons sur ces sujets dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien. Excellente nuit à toutes et à tous et au revoir.